C'est un défi social, mais c'est un défi citoyen. C'est bien qu'il y ait en effet cette sorte de mise je dirais, en synergie là, pour l'avenir, d'un côté le service public et de l'autre côté l'associatif et la dynamique associative. Et alors aussi, vraiment, pour moi, la perle, la création des groupes d'entraide mutuelle, les GEM. C'est assez stupéfiant qu'un ministère ait eu l'audace de créer une petite structure avec une petite subvention qui serait, écoutez-moi, autogérée. Dans notre société, soutenir que l'autogestion a un avenir possible, là, on se dit, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et notre éblouissement. Alors bien sûr, les groupes d'entraide mutuelle, il y a eu 300 de proposés, et puis il y a eu 3 parrains de proposés. C'est les 3 parrains qui ont été là au moment de la naissance. C'était l'UNAFAM, la FNAPSI et la Croix-Marine entre les deux, qui associaient justement des structures sociales et des structures de soins, et qui ont permis la naissance de ces structures. Bien évidemment, c'est une histoire folle. C'est-à-dire que chacun a envie de soutenir les patients d'une façon ou d'une autre. Et justement, la question qui est posée, c'est que ce n'est pas une structure de soins, que ce n'est pas une structure sociale, c'est une structure autogérée. Alors bien sûr, l'UNAFAM soutient, la Croix-Marine soutient, et la FNAPSI, son bonhomme de chemin, ose croire qu'il y a des associations d'usagers qui peuvent créer entre usagers. Bien sûr, elle dit que c'est tout à fait juste que dans le bureau, dans le conseil d'administration, il y a 1 ou 2 personnes de la société civile, mais en demandant que ça ne soit pas la majorité, pour qu'il y ait cette émergence-là. Je n'en dis pas plus parce que je sais que vous allez travailler cela, et mais pour moi, c'est vraiment la merveille des merveilles. Ce que j'ai vu là, se passer, j'ai vu des gens se parler, ayant des troubles psychiques, comme jamais je les ai entendus parler dans les lieux de soins. C'est-à-dire que ça, c'est une fois de plus, le contexte dans lequel les personnes évoluent est un contexte qui va permettre à la personne d'évoluer. Alors, ça n'est pas la panacée, c'est simplement, et ça ne vient surtout pas remplacer les soins, ni surtout pas remplacer les structures sociales, c'est un complément. Et ce n'est pas non plus un cul-de-sac, c'est un temps de passage, où après, rapidement, 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne va justement pouvoir profiter de ce qu'elle a intégré pour pouvoir vivre autrement. Il y a une chose qui m'angoisse, c'est toute la proposition qui est faite dans le cadre des SAVS, les services d'accompagnement social, et les SAMSA, et dans le cadre où il n'y a pas de SAMSA et de SAVS, et où on va désigner, dans le cadre de la compensation, comme ça se fait pour les autres handicaps, des personnes qui vont accompagner. Il y a le mot aidant, je mets à 2 côtés le mot aidant c'est un mot piège. Vous savez ce que c'est qu'un aidant? Il y a quelqu'un qui aide et qui est en haut, et quelqu'un qui est en bas. C'est justement pas ça qu'il s'agit d'installer. Certainement pas une inégalité. Il s'agit au contraire, c'est pour ça que le mot accompagnement, il y a les 2 mots dans la loi. Le mot accompagnant. Et accompagnement est un mot très riche parce qu'il est là justement pour démontrer la place qui est importante de défendre, où les personnes qui vont être là vont être à côté, pas devant, pas derrière, à côté. De quoi elle a besoin, la personne qui est dans ces difficultés? Elle a besoin de sentir un regard, de sentir une présence. Non pas qu'il lui dise ce qu'il faut faire, qui lui permet, dans une attente, dans un silence, de penser qu'elle a des ressources, qu'elle a des connaissances, et qu'elle peut tout à fait utiliser ces ressources et ces connaissances. Il y a là quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement difficile. Le seul problème, c'est dans la loi, il n'est pas prévu de formation pour ces personnes. Vous, les familles, vous, les soignants, vous savez très bien que votre compétence n'a pu se faire qu'après 10 ans, 20 ans de compagnonnage de vie, et qu'après 10 ans, il m'a fallu 10 ans pour être capable de faire face à quelqu'un de psychotique. Il m'a fallu 10 ans, il ne faut pas avoir peur. Vraiment. Il faut du temps. Comment vont faire ces personnes?
là, il y a quelque chose. Ce qui veut dire que la loi, elle a été faite très très vite. Alors, je ne parle pas des enfants, parce que pour les enfants, c'est un désastre. On ne peut pas dire à un adolescent qu'il est handicapé. On ne peut pas dire à un adolescent qu'il doit aller à la maison du handicap. Je suis désolé, pour moi, c'est un scandale. Il y a quelque chose là. Il faut demander très vite une modification de la loi vis-à-vis des enfants. Et alors, il y a une sorte de désorganisation qui se passe, au lieu de tenir compte de tout le travail lent, extraordinaire qui s'est fait dans les équipes de pédopsychiatrie, il y a une sorte d'arrivée là, et qui fait croire que la NDPH est capable toute seule de savoir quels sont les liens qu'il y a entre l'enfant, la famille et l'école. Impossible. Là, il y a quelque chose. Là, il y a un retard. Et du coup, voyant ma passion, il y a Claude Wittgenstein et puis des gens d'une femme qui m'ont dit écoutez, vous devriez écrire. Alors du coup, je me suis mis à écrire. Parce que je crois que cette histoire dont on est en train de parler, que vous vivez, c'est un combat. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que Patrick Coé, délégué interministériel, a parlé de révolution culturelle. Et si Claude Wittgenstein m'avait demandé ça, c'est parce que je disais que c'était pas inintéressant de savoir comment la psychiatrie, quelle était la naissance de la psychiatrie, quelle a été la naissance de la psychiatrie. Et cette petite histoire fabuleuse qui a eu lieu dans les bas-fonds de Bicêtre, après la Révolution, oui, avant, parce que c'était dans les années 85, 90, pendant, dans les bas-fonds de Bicêtre, un homme, ancien malade, plutôt peut-être de la tuberculose, devant 2000, 3000, on parle de 4000, 6000 selon de personnes enchaînées, tuberculeux, mendiants, escrocs, malades, tout, et ayant des troubles psychiques. Comment se fait-il? Vous savez comment on parlait des personnes assez... Il y a des textes de la Révolution, on parle des personnes malades mentaux, des animaux sauvages. Comment cet homme a eu cette capacité de dire il est peut-être possible qu'on puisse enlever les chaînes, enlever les liens, et qu'on puisse demander à ces personnes si on peut vivre. Il y a tellement de boulot dans ces cavernes, dans ce cloaque, pour penser, pour apporter la nourriture, il y a tellement de travail, s'ils pouvaient aussi en même temps nous aider. Ça a été la première équipe de secteur, ça a été la naissance de la psychiatrie. Et puis Pinel est arrivé après, contrairement à ce que racontent les tableaux et ce que racontait Michel Foucault, qui n'a pas fait attention à cette histoire-là. Il n'a pas vu Poussin, Michel Foucault, il était plus malin, il a vu d'autres choses. Et en effet, Pinel a fait pareil. Pinel a fait un traité sur la manie, et son élève Esquirol a du coup eu envie aussitôt d'ouvrir une maison en face de la Salpêtrière. Il a ouvert une maison, et puis financièrement, je veux dire, ils ont payé les gens là, parce que, et en employant la même méthode. Et puis, hélas, ça ne marche pas pour tous les malades. Et donc, aussitôt après, quelques années après, Pinel et Esquirol ont, du coup, fait un travail opposé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une attitude humaine, ils ont eu une attitude technique, ils ont eu une attitude de classificateur des maladies mentales, et ils ont commencé à classifier les maladies mentales, ce qui a été un des désastres de la psychiatrie. La classification des maladies mentales, c'est un désastre de la psychiatrie. Parce qu'ils ont commencé par classer d'ailleurs les curables et les incurables. Alors on commence à s'occuper des incurables. Et puis ensuite, on a mis. L'autre chose qui avait pas mal ému, c'était la façon dont, en effet, que j'ai compris après ces années de voisinage avec les familles et les usagers, la façon dont est fait un diagnostic, la façon dont un diagnostic est envoyé à des familles, la façon dont un diagnostic est affirmé à un patient. C'est bizarre. On n'a pas étudié ça en psychiatrie.